bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes à Boulogne avec Elisabeth Pounou. C'est une connaissance que je considère comme une amie parce qu'elle est pleine de ressources et elle a accepté de participer à notre programme. Donc, bonjour Elisabeth. Bonjour Serge. Bienvenue sur Mes Artios. Merci, Voilà. C'est un honneur. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler de l'espace dans lequel on est. On est au musée Landowski. Tu as bien voulu qu'on se retrouve ici. C'est un espace culturel, s'il en est, artistique, avec plein de sculptures. Monsieur Landowski, c'était un sculpteur. Donc, voilà, on apprend beaucoup. Il y a même le musée Belmondo dans la même ville. Enfin, n'hésitez pas à aller au musée. Musée des années 30 ici. Voilà, bravo. C'est vraiment le musée des années 30, notamment avec l'espace Landowski à côté. Voilà. Donc, Elisabeth, oui. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer notre échange? Oui, donc je suis une entrepreneuse. J'entreprends dans le digital. Donc, j'ai un centre de formation qui est dédié au métier du digital. J'accompagne les entrepreneurs qui veulent utiliser les réseaux sociaux, Internet pour trouver des clients. Voilà. Et je fais plein de choses en fait. Oui, donne-nous tout, donne-nous tout. Alors, détaille un peu le maximum de choses parce que tu as plein de ressources comme j'ai dit. J'ai plein de casquettes. Voilà, je suis une multipassionnée. Donc j'ai également une association qui s'appelle les Mini Bambous que j'ai créée et établie à Boulogne justement où je propose des cours de chinois et d'anglais aux enfants. Je suis depuis 2018 ambassadrice de la Coupe du Monde de rugby. Donc on est une équipe d'ambassadeurs de la Coupe du Monde de rugby France 2023, donc qui sera organisée en France en 2023. Et notre rôle, c'est de diffuser un maximum d'informations au sujet de cet événement qui se veut plus que juste un tournoi sportif, mais qui véhicule aussi des valeurs de partage, il y a des jeunes qui vont être pris en main pour assurer leur avenir. Enfin voilà, il y a tout un concept. Voilà, c'est tout un projet, c'est pas juste des tournois. Et donc du coup, j'étais très honorée d'être associée à ce tournoi. Ah, génial. Alors, si vous êtes passionné de Scrabble, sachez qu'Elisabeth aussi, elle est championne. Hein, elle aime bien gagner et elle a l'esprit de la gagne. Et si vous voulez vraiment vous mesurer à quelqu'un qui a des mots à cette lettre, n'hésitez pas. Et Elisabeth aussi, elle a fait dans le vin, si je ne me trompe pas. Oui. En fait, très tôt, je me suis rendu compte que je suis une entrepreneuse dans l'âme. En tout cas, peut-être pas une entrepreneuse, mais un esprit indépendant. J'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de travailler selon mes propres conditions. Donc très vite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et au départ, comme j'ai fait des études de chinois au Langzhou, donc à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, je me suis dirigée vers le consulting. Donc j'accompagnais les entreprises, notamment les producteurs de vin, qui voulaient se faire connaître sur le marché chinois. Donc voilà, je les accompagnais sur des salons internationaux en Chine et je faisais tout le suivi commercial. Et tout ça, quoi. Donc oui, j'ai travaillé pendant quelques années dans le secteur du vin. Et tu en parles au passé, donc Oui, aujourd'hui, je suis plus du tout dans le secteur du vin. À un moment, j'avais fait ce que j'avais à faire, en fait. Et du coup, je me suis intéressée à autre chose, donc le digital. C'est ce qui est venu ensuite. Le digital était venu naturellement Oui, en fait, comme je suis un peu curieuse de tout, quand j'étais en tant que consultante, spécialiste de la Chine, je me suis associée avec 2 partenaires. On a créé une société à 3 pour faire de l'import-export de vin. Et c'est moi qui gérais en fait toute notre communication un peu instinctivement. C'est moi qui ai commencé à apprendre à créer un site internet et tout ça. Et donc c'était quelque chose qui me plaisait. Voilà, j'ai pris un livre à la bibliothèque sur le HTML et voilà, j'ai lu, j'ai appris. Voilà. Ah, ça c'est. En quelle année comme ça? C'était il y a 12 ans peut-être. Ouais, 12-13 ans. Parce que c'est à l'époque HTML. Oui, c'était à l'époque encore Dreamweaver et tout ça. Voilà, c'était voilà. Et après, il y a WordPress qui est arrivé et tout, et tous les outils de CMS. Et donc, je faisais ça un petit peu, voilà, parce que ça me plaisait. Et quand j'ai posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire après mon job de consulting et puis l'entreprise qu'on avait créée, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît? Je suis plutôt à l'aise avec le digital, je suis un peu geekette sur les bords.
Donc, Carrément. Donc ouais, je peux passer des nuits, enfin si j'arrive pas, j'ai eu à reformater des ordinateurs et tout, enfin j'aime bien voilà, bidouiller et tout. T'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis? Non, 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 j'aime bien, en fait j'aime bien résoudre des problèmes. C'est vrai? Oui. C'est un atout énorme dans le digital. Oui, 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 c'est vrai. Le digital, c'est quoi? C'est vrai. Alors, digital, ça m'a toujours épaté comme mot. Alors, le digital, c'est vrai que c'est un grand mot dans lequel on met tout et n'importe quoi. Mais surtout tout. Doigts, hein? Oui, digital. Alors, c'est marrant parce que effectivement, ça vient des doigts, mais en même temps, c'est tout ce qui est virtuel. Et puis, il y a aussi un autre mot qui est entré dans le vocabulaire du digital, c'est le numérique. Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces notions, voilà, autour du virtuel, autour des outils, autour de l'univers même d'Internet. Voilà. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si vieux, quoi. Ça a à peu près une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années. Donc tout ça, quand moi j'y suis arrivée, c'était un peu au début, quoi. Voilà. Alors dis-moi, comment se passe une journée type d'Elisabeth Kounou avec toute cette casquette? Il n'y a pas de journée type. Ah oui. Il n'y a pas de journée type et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que je m'ennuie vite et donc du coup j'ai besoin de variété, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de faire des choses différentes. Tu t'ennuies vite? Oui, oui, oui. Je commence à te comprendre. Okay. Tu vois, en fait, je m'arrange pour ne jamais avoir à m'ennuyer. Et pour ne jamais avoir à m'ennuyer, il ne faut pas que je fasse des choses routinières. Il faut que j'apporte des choses différentes et tout ça. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé l'association, que je me suis lancée dans le digital. Pour les enfants, oui. Donc, je pense que c'est un besoin que j'ai de faire plein de choses différentes, de m'intéresser à plein de choses. Comme ça, tu enseignes du chinois? Oui. Oui, je donne des cours de cette activité, je vais la diminuer, mais si. Alors, parce que je crois que tu as passé un bon moment en Chine. J'ai souvent vu comment tu rendais hommage à ton papa sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, je crois que tu peux nous aborder justement cet aspect de ta vie par rapport à l'Asie, notamment. Oui, effectivement. Je suis arrivée en Chine, j'avais 10 mois, j'étais un bébé. Ah, voilà. On apprend tous les jours. Voilà, donc, et j'ai passé mes 12-13 premières années en Chine. Et en fait, j'ai un peu suivi mes parents, quoi. C'était pas un choix. Et donc j'étais dans une école française à Pékin. Et avec mes parents, on a voyagé. Ils étaient dans la diplomatie. Ils étaient diplomates, ouais. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, on a beaucoup voyagé. On a beaucoup voyagé en Asie, mais on est surtout resté en Chine. Donc j'ai un peu visité la Chine. Donc c'est une culture à laquelle je suis sensible. Par la force des choses, voilà. Et comme ça. Exactement. Et ma nounou, c'était une chinoise, donc j'ai appris en fait le chinois un peu comme une langue maternelle, une deuxième voire troisième langue maternelle, puisqu'à l'école on nous apprenait le français et l'anglais, et à la maison ma nounou nous parlait chinois. Donc du coup c'est un petit peu venu comme ça. Mais après au Langzhou, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un master pour pouvoir apprendre à lire, à écrire, développer mon vocabulaire, apprendre le management interculturel, comment faire du business avec les Chinois, comment s'adapter, etc. Alors, qu'est-ce que tu connais de la culture chinoise? Tu dois aimer manger chinois, je ne sais pas. Oui. Alors, c'est marrant parce que donc de la culture chinoise, bon, il y a le classique karaté, la Shaolin, les moines Shaolin, tout ça, la gymnastique aussi. Alors moi, j'ai fait, oui, ils sont pas mal en gymnastique. Hein. Et donc du coup, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de gymnastique. J'ai pas fait de karaté parce que mes parents, c'était pas trop les arts martiaux, c'était pas trop voilà. À part dans les films, le karaté, Bruce Lee, voilà, les références qu'on a, voilà. Mais bon, les parents ne voulaient pas que tu sois. Non, ils sont pas très pour tout ce qui est violent, non, tu vois. À l'époque, on n'était pas très comme ça. Hein. On n'avait pas peur que les femmes se fassent agresser. Non, justement, il n'y avait pas ce côté self-défense. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas ce côté self-défense. Et après, côté culturel, bon, effectivement, la gastronomie chinoise, enfin, ça a baigné mon enfance. Voilà, c'est un peu, même si ma mère nous cuisinait aussi camerounais. Donc on a baigné dans les deux types de gastronomie.
Et puis, mais côté musique, on n'a jamais été, enfin je dis on parce que je parle aussi de mes frères et sœurs, on n'a jamais été vraiment fan de musique chinoise. Le rythme africain, il était là, il était plus, non. Parce qu'ils ont une musique quand même assez, avec des sonorités particulières, voilà, c'est ça. Et donc nous, on a... Malgré la jeunesse que vous avez connue là-bas. Non, mais en même temps, mes parents, ils adoraient la musique, et donc on écoutait tout à la maison. Tu as du Zaiko Langa Langa à Beethoven, en passant par le Makossa de San Thomas. En Chine, ça circulait bien. En fait, c'est aussi un acte volontaire. Hein. Mon père, il voulait quand même qu'on reste connecté. Voilà, mon père, il avait... au contraire, tu vois, je pense que quand tu es comme ça dans un milieu où tu grandis à l'étranger, c'est super important. En fait, c'est presque de la responsabilité des parents de vous connecter à qui vous êtes, à votre identité d'origine. Et mon père, c'était vraiment un acte. Il nous disait, voilà, vous êtes des déracinés, mais on va tout faire pour vous donner ce qu'on peut de votre culture d'origine. Donc oui, c'était très présent. C'était un discours construit comme ça, tu le ressentais ou bien oui. On avait des livres des Thomas Sankara et de figures, voilà, de grandes figures africaines. Oui, c'était vraiment, je sentais, enfin, en tout cas, tel que je l'ai senti, je pense que c'était vraiment un acte, et puis maintenant, avec le recul, c'était vraiment un acte volontaire. Est-ce que tu sais faire la cuisine chinoise? La cuisine chinoise, des trucs hyper simples, quoi. Mais je ne suis pas une grande cuisinière, okay. donc je peux, ou même la cuisine camerounaise. Hein, je ne ferai pas goûter ma cuisine camerounaise à d'autres Camerounais. D'accord, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de la Chine aujourd'hui? Depuis le temps d'évolution de la Chine, ça nous questionne beaucoup, nous, Africains. D'ailleurs, c'est une préoccupation pour nous autres. Oui. Comment tu te positionnes par rapport à cette Chine que tu défends finalement culturellement, parce que tu travailles à vulgariser aussi leur langue et des choses comme ça? Oui. Alors moi, en fait, je trouve que l'exemple chinois, il est très... comment dire, il a une valeur symbolique. C'est-à-dire que je pense que les Chinois, comme beaucoup de civilisations dans le monde, ont été attaqués, entre guillemets, par l'Occident. Il y a eu beaucoup, il y avait des guerres entre dynasties chinoises, etc. Mais il y a aussi eu des tentatives d'influence, d'invasion et tout ça, de l'étranger, de l'Occident, voilà, qui les ont marqués. Mais ils sont toujours restés ancrés dans leur culture. Tu connais Confucius, par exemple? Oui, Confucius, Mencius, voilà. Mencius, c'est aussi un autre philosophe chinois, voilà, très connu. Mais en fait, je trouve que leur force, et encore aujourd'hui, c'est toujours de défendre leurs intérêts, leur culture, de la véhiculer partout. Les instituts Confucius, c'est un petit peu, c'est stratégique, mais en même temps, c'est super bien pensé, de répandre les instituts Confucius partout dans le monde, parce que par la langue, on véhicule sa culture, on véhicule un état d'esprit. Enfin, il y a plein de choses qui sont... On se projette sur le monde. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à petit étendre leur influence partout dans le monde. Et je pense que les Africains, en tant qu'Africains, c'est un bon modèle, entre guillemets, tu vois, dans le sens où nous aussi, on a une culture super riche, on a des choses à transmettre. Après, c'est vrai que c'est un peu différent parce que c'est vraiment des groupes ethniques très différents et variés en Afrique. Mais malgré tout, on a quand même une richesse culturelle qui gagne à être exportée. Donc tu proposes de copier la dynamique chinoise, c'est-à-dire de rester fidèle à ses valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a un président, Sun Yat-sen, on a un président... le premier président de la République de Chine, donc c'est un révolutionnaire qui a quitté la Chine, populaire pour créer la République de Chine. Et donc, ce qui est intéressant, tu vois, c'est là, tu vois qu'il a revêtu le costume traditionnel chinois. Tout à fait, voilà. Sun Yat-sen. Oui, Sun Yat-sen. Il assume sa culture, son identité. Tu dis que c'est le président qui a fait quoi? C'est le premier président de la République de Chine. Oui. Avant Mao, c'est son... En fait, la République de Chine, c'est Taïwan. Il y a la République populaire de Chine.
faut préciser. Et il y a la République de Chine. Excuse-moi. Et en fait, c'est un révolutionnaire donc, qui a quitté la C'est lui Chine qui a créé populaire Taïwan. pour créer, oui. Et il y a si des je ne dis pas de bisbilles, bêtises. d'ailleurs, Oui, bah, oui, mais entre les les Chinois, deux. ils dérangent un peu Parce par que- rapport à ça. Hein, parce que diplomatiquement, ils influencent aussi les autres. Oui, mais Et- après c'est une question de taille, c'est une question de géopolitique, enfin Ouais. voilà, il y a des Mais intérêts. tu suis ça quand même. Hein. Bah, en fait, je l'ai beaucoup suivi quand je faisais mes études. Ouais. Maintenant, moi, les choses qui me parlent plus, c'est plus l'environnement, la planète, c'est Ah oui. la nature. Donc, pour revenir à toi, donc tu me disais que tu veux diminuer cette activité. L'activité de cours de chinois, oui. Pourquoi? Parce que j'ai envie de rester un peu plus focus sur mon activité, mon centre de formation, sur mon activité dans le digital. Principal. Voilà, c'est ça. Et Le puis, digital, c'est ton truc maintenant. oui, le digital, mais en fait, parce que dans le digital, je mets un peu plus que juste le digital. Maintenant, dans le digital, je mets toujours en amont de l'accompagnement que je fais avec mes entrepreneurs, le fait d'abord définir qui on est et pourquoi on est là, pourquoi on crée l'entreprise que l'on crée. Je n'accompagne pas juste des entrepreneurs qui ont envie de gagner pour beaucoup d'argent, par exemple. J'accompagne avant tout des entrepreneurs qui créent une entreprise pour donner du sens, parce que ça donne du sens à leur vie. C'est des entrepreneurs qui cherchent à se créer une vie qui est alignée avec qui ils sont. Un modèle économique exigeant, avec des valeurs, donc. Exactement. C'est-à-dire le cœur même de mon accompagnement, c'est ces valeurs. L'identification, la définition de ces valeurs, de qui on est en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, et de créer du coup une entreprise qui est alignée avec cette identité. Ton affaire marche? Oui. Ça marche. Ouais, surtout avec le Covid, malheureusement. Ah oui, je comprends maintenant. Malheureusement, voilà, ça a pris une autre dimension. Voilà. Donc tu es surbooké encore davantage. Oui, et donc du coup, d'où le repositionnement, le focus maintenant sur les entrepreneurs. Parce qu'en plus, je me dis, à partir du moment où chaque entrepreneur travaille avec passion et s'investit avec quelque chose qui a du sens pour lui, si toute personne fait dans sa vie ce qui le passionne, on vit dans une société qui va beaucoup mieux. Tu vois. Donc, du coup, je me dis, en travaillant avec des entrepreneurs qui cherchent à trouver pourquoi ils sont faits, pourquoi ils sont là, et qui créent une activité en lien avec ça, ça va davantage contribuer à un monde où il fait bon vivre, malgré le Covid. Ça prend combien de temps une formation avec toi? J'ai une offre. L'offre maintenant que j'ai lancée, c'est une offre sur 1 an. Voilà, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on zappe vite, où on veut apprendre les choses rapidement pour voilà. Donc tu prends le temps. Donc moi là, je prends le contre-pied et je dis on prend le temps pendant 1 an de bien se définir, de bien établir sa stratégie. Non, en distanciel, dans le digital. Et puis, je prévois de faire 1 ou 2 rencontres annuelles avec l'ensemble de ceux que j'accompagne, parce que le physique, c'est aussi... Financièrement, tu es abordable ou bien... Oui, plutôt. C'est 2 000 € sur l'accompagnement annuel, un peu plus de 2 000 €. Et donc, ou 170 € par mois. Ah oui, d'accord. Voilà, donc... Vous m'avez dit par mois parce que... Oui, tu vois, tout de suite, on relativise. Quand on dit 2 000 €, on a l'impression que... mais en fait, mais quand tu penses qu'il y a des accompagnements, des formations dans certaines écoles dont la réputation est encore douteuse, tu les payes à 5 000, 6 000, 7 000 €. Enfin, tu vois, alors que là, en fait, c'est des outils pratiques. C'est des outils, c'est pas de la théorie quoi, que je fais avec eux. On travaille vraiment dans leur entreprise. Quand tu es devenue formatrice comme ça, ça prend du temps quand même, non? Oui, alors... Est-ce que tu étais à l'aise dans le digital, que tu as senti que tu pouvais apporter des conseils aux gens? Oui, en fait, je pense que c'est une évolution un petit peu des choses. Je pense que au début, je faisais, donc j'ai appris en faisant, je me suis formée. Et après, à un moment, j'ai ressenti le besoin de transmettre ce que j'avais appris. Donc, c'est une évolution. Voilà. Ouais, je pense que c'est Je trouve que c'est formidable, ton évolution là, parce que je t'observe et j'estime que avec toutes tes casquettes, tu arrives quand même à garder un cap vis-à-vis de ton business, quoi. Oui, c'est important. Ton mindset et tout ça, c'est votre langage, ça. Voilà. Maintenant, comment est-ce que tu es entré dans l'art? Quel est ton rapport à l'art? Qu'est-ce qui t'a amené
Qu'est-ce que sont tes premiers émois par rapport à l'art? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, pour moi, l'art, c'est ce petit plus qui rend la vie encore plus belle. Et je pense qu'on a tous besoin, quel que soit son niveau de vie, son statut, etc., je pense qu'on a toujours besoin de ce qui va nous donner du baume au cœur, ce qui va nous arracher un sourire ou une émotion, même de la tristesse, de la peine, etc. Je pense que ça paraît inutile comme ça, entre guillemets, mais en fait c'est vital, quoi. C'est juste. Et donc moi, je te dis, depuis que je suis toute petite, mes parents ont toujours été sensibles à l'art, toute forme d'art, hein, oui. De l'art culinaire à l'art musical, en passant par. C'est tout ce qu'on a forcément à la maison. Hein. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu es allé au musée? Est-ce que tu... Oui, on faisait beaucoup de... Tu sais, en Chine, il y a beaucoup de monuments, voilà. D'expositions d'œuvres d'art, de sculptures, le tombeau des Ming. Enfin, il y a vraiment plein de lieux. Est-ce que ça t'a suivi plus tard, quand tu as grandi? Est-ce que tu as gardé cette appétence pour... Oui. En fait, c'est des moments un petit peu hors du temps. C'est des moments un peu suspendus. Et moi, j'aime bien, en fait, aller dans les musées toute seule. Et je trouve que c'est la flânerie. La flânerie, en fait, ça inspire. Mais quand tu ressors de là, tu ne sais pas pourquoi. Tu as une super idée, tu as un petit truc. Juste parce que tu as été au contact de belles œuvres, au contact de beauté, de la beauté, de choses auxquelles tu as été sensible. Ça, c'est un témoignage sur le musée que je ne m'attendais pas vraiment à entendre. Et c'est original, c'est vraiment ça qu'on recherche. On peut ressortir d'un musée avec des idées. Exactement. Parce qu'on flâne, on est léger. Exactement. Et c'est même pour ça qu'on a pensé à créer cette plateforme, parce qu'en cette époque, on trouve que tout est un peu trop lourd, trop anxiogène. Et donc, on a pensé qu'il serait temps de parler d'autre chose et de parler des choses un peu plus fruitées, plus belles, plus élevé, qui me ferait lever la tête. Et vraiment, bravo. Je ne m'attendais pas à une telle finesse dans la description du musée notamment. Voilà. Parce que le musée, je le regarde, il y en a des gens qui vont au musée et d'autres qui n'y vont pas. Et moi, je fais partie de ceux qui n'y vont pas forcément, mais quand j'ai découvert le musée d'Orsay, il y a quelques années de cela, ils avaient organisé une exposition Van Gogh et Millet. Et j'ai pu apprendre beaucoup comment Van Gogh s'est inspiré et comment la peinture peut changer. On est passé de certains types de personnages à des paysans. Et depuis, j'ai compris que vraiment, oui, on peut apprendre partout et notamment à travers les œuvres d'art. Et dans la précédente édition de notre série, je parlais justement de nos parents qui mettaient des sculptures en bois à la maison avec des scènes de paysans, des mamans qui accouchent, des gens qui vont au champ. Et c'est ça qui m'a éveillé à l'art sans que je ne m'en rende compte. C'est ça. C'était là, ça prenait de la poussière, on nettoyait. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'était pareil. C'est pareil? Oui, pareil chez nous. Vous avez connu ça? Des petits bibelots, des petites sculptures, des petites... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vraiment, je suis content de t'avoir invité. Et comment dirais-je, une fois qu'on a parlé du musée, alors, tu m'as parlé d'un musée particulier. Oui, le musée Rodin. C'est un musée... En fait, j'ai lu sa biographie à Rodin et... Attends, qu'est-ce qui m'avait fait? Je ne sais plus ce qui m'avait fait m'arrêter sur le personnage. Et je crois que c'était une sculpture que j'avais vue ou j'avais lu. Il parlait d'une sculpture qui s'appelle Le Baiser. Et donc ça m'avait interpellée et puis j'avais trouvé ça fascinant parce qu'on limite on avait l'impression que les deux personnages venaient de s'embrasser là. Enfin il y avait comme une espèce de mouvement dans la sculpture. Et donc je me suis intéressée au personnage, donc j'ai lu sa biographie. Et puis les biographies d'artistes, c'est fascinant, quoi. On se rend compte comment ils étaient un peu torturés, d'où ça partait. À l'époque, c'est des vrais personnages. Et donc du coup je suis allée visiter le musée Rodin dans le 7e. Et là,
Enfin, moi, je passe des heures là-bas. Et ils ont un super jardin aussi, Ah, avec ça, des c'est très sculptures beau, à ça. l'extérieur. Tu peux te poser là, tranquille, Génial. écrire. C'est Donc, tu nous conseilles de c'est génial. visiter le Ah musée oui, oui, Rodin. oui, le musée Rodin. En tout cas, moi, ça fait partie de mes préférés. Et là, je viens d'apprendre Ah, qu'il y en a un autre à Meudon, donc je vais aller voir. voilà. Et que Belmondo aussi, le papa de Jean-Paul, Ah oui, Paul Belmondo, Paul ouais. Belmondo a son À son musée musée aussi à côté, et la nuit des musées. le 3 juillet. Voilà. Euh, donc, nous, on va continuer. On a un deuxième espace en bas. On va faire un petit crochet là-bas avant de nous quitter. Ok. Nous sommes dans un musée qui a beaucoup de niveaux, hein. Tout à l'heure, on était à l'espace Landowski, du nom Du sculpteur. du sculpteur qui, porte le nom finalement de tout Cet espace. cet espace. On est au musée des années 30 aussi. Là, on est descendu au niveau de l'art colonial, c'est ça? Oui, c'est Voilà. ça. Donc, c'était pour la conclusion et pour te dire merci parce que voilà, j'ai bien fait de venir à Boulogne. Alors, tu as un dernier mot à dire à notre public? Moi, je dirais juste que l'art, c'est la vie. Donc, après, quel que soit l'art, hein, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être les musées, ça peut être la sculpture, les dessins, enfin voilà, de se nourrir d'art. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dès qu'on a la possibilité de consommer de l'art, Voilà. Qu'est-ce que tu consommes en ce moment d'ailleurs? comme art? Bien sûr, on parle d'art. Toute forme d'art, hein. Aussi bien les musées comme ça, parce que j'aime bien aussi ces moments un peu d'introspection dans les musées. Et donc, du coup, je m'octroie toujours des moments comme ça où je vais dans un lieu calme toute seule pour réfléchir. Voilà, donc l'art, comme ça au sens du musée, des œuvres d'art, oui, mais aussi la musique. J'adore écouter de la musique. Comme quoi? Ça dépend des humeurs. D'accord. Ça peut être de la salsa, ça peut être du makossa, ça peut être de la musique. Là, en ce moment, j'écoute un compositeur coréen, Voilà, Yiroma. C'est ça que je voulais entendre. Coréen. C'est-à-dire, comment tu en viens en Corée, toi? C'est toujours la Chine, c'est ça? Non, en fait, je l'ai découvert complètement par hasard. Je crois que le morceau s'appelle The River Flows in You. Et magnifique, je peux l'écouter en boucle pendant des heures, hein. C'est de la musique morceau, instrumentale? c'est du piano. Voilà. C'est du piano, c'est du pur piano. Et, Un compositeur contemporain, alors. oui, Ses un propres jeune. compositions. Oui, c'est juste magnifique. Voilà les rencontres qui nous justifient de notre présence ici. N'hésitez pas de mettre le pouce vraiment dans la bonne position, de partager et de... Ah, j'ai ramené quelque chose, j'ai oublié. Ah oui. J'ai failli oublier. On regarde on va regarder ce personnage. Plus grand que nous en taille. Voilà. C'est C'est une œuvre contemporaine, là, pour le coup. C'est ma dernière, c'est un cadeau qu'on m'a fait, enfin, que mon chéri m'a fait. Voilà. Et donc, c'est Comment une il œuvre... s'appelle, le chéri Dan. Dan. Oui, c'est Dan qui me l'a offert. On est allé à un vernissage. Et donc, l'une des artistes, c'est une Coréenne. Encore? Oui, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec les Coréens. Tu vas aller en Corée bientôt apprendre le coréen. C'est ça. Et donc, c'est une estampe. Moi, ce que j'adore dans l'art pictural asiatique, c'est la finesse, la légèreté. Il n'y a jamais trop de fioritures. Voilà, Ça vous touche, ça. Ouais. Oui. Le titre, ça a un nom, c'est... Non, il n'y avait pas de nom. Ah si, champêtre. Voilà. Champêtre. Champêtre. Voilà, Ça des fait penser brindilles. vraiment, heureusement qu'on a le titre, parce que je me demandais bien ce que ça représentait. Ouais. Et là, on dirait des fleurs aussi. Hein, c'est des brindilles, des fleurs, pousser. voilà. C'est tout simple. Sur un fond marron. Ouais. Rouge. Oui, c'est rouge. Parce que ma couleur préférée, c'est le rouge. Donc ne me dis pas que c'est du marron. On vous laisse juger. Voilà. Merci encore. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir.
Donc, si on veut te suivre, Elisabeth Kounou, partout, sur comment on les écrit réseaux. ton nom? Kounou. Il n'y a pas de N devant, c'est pas N Kounou. Non, c'est pas Nkounou, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Serge. À la prochaine. À Merci. bientôt.